Dans les plis verdoyants des Vosges alsaciennes, là où les montagnes murmurent encore les secrets de leurs entrailles argentées, se cache l'une des histoires les plus méconnues de France. Sainte-Marie-aux-Mines, commune de 4500 habitants perchée à 350 mètres d'altitude, porte en elle un paradoxe fascinant. Cette terre française fut le berceau européen des Amish, ces chrétiens au mode de vie si particulier que l'on associe aujourd'hui exclusivement à l'Amérique. Comment une vallée industrielle des Vosges est-elle devenue le théâtre d'une révolution spirituelle qui allait essaimer jusqu'en Pennsylvanie ? Comment la France, souvent perçue comme uniformément catholique ou laïque, a-t-elle abrité l'une des communautés chrétiennes les plus radicales de son époque ? Cette histoire, c'est celle d'une autre France religieuse, tolérante par nécessité, refuge par géographie et laboratoire spirituel par exception. Sainte-Marie-aux-Mines doit son nom à ses richesses souterraines. Dès le Xe siècle, les mines d'argent façonnent le paysage et l'économie de cette vallée encaissée. Au XVIe siècle, elle devient l'un des centres miniers les plus prospères d'Europe, attirant mineurs, fondeurs et négociants de tout le continent. Cette effervescence économique transforme la vallée en un cosmopolite carrefour commercial où se mélangent les langues, les monnaies et les confessions. La géographie fait le reste. Nichée entre la France, l'Allemagne et la Suisse, contrôlée tantôt par les ducs de Lorraine, tantôt par les princes allemands, la vallée échappe souvent aux tentatives d'uniformisation religieuse. Cette situation frontalière, source de complexité politique, devient rapidement un atout pour les minorités persécutées. Ici, on peut changer de prince protecteur en franchissant une simple colline. Dès le milieu du XVIe siècle, la réforme protestante trouve un terreau fertile dans cette vallée industrieuse. Les mineurs, artisans et négociants, souvent lettrés et mobiles, embrassent volontiers les nouvelles idées religieuses. Luthériens allemands, réformés suisses et huguenots français cohabitent dans une relative harmonie, chacun trouvant sa place dans l'économie locale. Cette diversité confessionnelle n'est pas qu'un accident de l'histoire, elle répond à une logique économique. Les seigneurs locaux, soucieux de maintenir leur prospérité minière, pratiquent une tolérance pragmatique. Peu importe que leur sujet prie en latin, en allemand ou en français, pourvu qu'ils continuent à extraire l'argent et à faire tourner les ateliers. C'est dans ce contexte unique que vont arriver vers 1650 les premiers anabaptistes, fuyant les persécutions suisses et allemandes. Pour comprendre l'arrivée des anabaptistes à Sainte-Marie-aux-Mines, il faut d'abord saisir leur radicalité théologique. Nés dans le sillage de la réforme protestante du XVIe siècle, ils incarnent ce que les historiens appellent la réforme radicale, distincte tant du catholicisme que du protestantisme dominant. Leur nom même, anabaptistes, qui baptisent à nouveau, révèle leur conviction centrale. Seul le baptême d'adulte, choisi en conscience, a une valeur spirituelle. Cette position, apparemment technique, porte en réalité une charge révolutionnaire considérable. En rejetant le baptême des enfants pratiqué par toutes les églises établies, les anabaptistes remettent en question l'ordre social lui-même. Au XVIe siècle, le baptême des nouveau-nés n'est pas qu'un sacrement, c'est l'acte qui fait entrer l'individu dans la communauté civile. Refuser ce baptême, c'est remettre en cause l'autorité de l'État, qui s'appuie sur l'Église pour légitimer son pouvoir. Les anabaptistes vont plus loin encore. Ils prônent la séparation radicale entre l'Église et l'État, le pacifisme absolu, le refus de serment et une vie communautaire fondée sur le partage. Thomas Münster en Allemagne, les anabaptistes de Münster qui tentent d'instaurer une théocratie communiste, les disciples de Menno Simons aux Pays-Bas, tous développent des variantes de ce christianisme radical qui effraie les pouvoirs établis. Car ces chrétiens dissidents ne se contentent pas de critiquer la doctrine. Ils expérimentent des modes de vie alternatifs, fondés sur l'égalité, la non-violence et la simplicité volontaire. Cette radicalité leur vaut une répression féroce. Catholiques et protestants s'accordent pour les persécuter. Noyades en masse à Zurich, bûchés en Bavière, emprisonnement dans le Palatinat. Contraints à l'exil perpétuel, les anabaptistes
deviennent des nomades spirituels, cherchant sans cesse de nouveaux refuges. Certains trouvent asile en Moravie, où des seigneurs bienveillants les accueillent pour leurs compétences artisanales. D'autres se dispersent dans les campagnes reculées de Suisse ou d'Allemagne du Sud. Une partie d'entre eux, suivant les vallées vosgiennes, arrivent dans cette Alsace frontalière où les règles sont plus souples et les contrôles moins systématiques. C'est dans ce contexte que surgit la figure de Jacob Hamann, personnage clé de notre histoire. Né en 1644 dans l'Oberland bernois, cet ancien tailleur devenu prédicateur anabaptiste incarne la tendance la plus rigoriste du mouvement. Vers 1680, il s'installe dans la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, où une petite communauté anabaptiste s'est déjà formée. Hamann n'est pas un homme à accepter les compromis. Observant les communautés anabaptistes disséminées entre l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne, il constate avec amertume ce qu'il perçoit comme un relâchement spirituel. Certains fraternisent avec les réformés, d'autres négligent la discipline communautaire. Beaucoup s'accommodent trop facilement du monde environnant. En 1693, Jacob Hamann provoque une scission majeure au sein du mouvement anabaptiste. Lors d'une série de synodes qui se tiennent notamment dans la région de Sainte-Marie-aux-Mines, il exige l'application stricte de ce qu'il appelle le médung, et l'évitement ou l'excommunication sociale. Selon lui, tout membre de la communauté qui transgresse les règles doit être non seulement exclu de la communion, mais également évité dans la vie quotidienne, y compris par sa propre famille. Cette position, jugée excessive par les ménonites modérés, les disciples de Menno Simons, provoque une rupture définitive. Les partisans d'Hamann, rapidement nommés Amish, du nom de leur leader, forment désormais une communauté distincte, encore plus rigoriste dans ses pratiques. La vallée de Sainte-Marie-aux-Mines devient ainsi le premier foyer amish d'Europe. Dans les fermes isolées des hauteurs, dans les hameaux perdus comme Sainte-Croix-aux-Mines ou Saint-Pierre-sur-Latte, les familles amish développent leur mode de vie particulier. Vêtements sombres et uniformes, agriculture extensive, refus des innovations techniques jugées superflues, culte domestique en dialecte alsacien. Cette implantation, bien que brève à l'échelle de l'histoire, va marquer durablement l'identité amish. Les traditions agricoles alsaciennes, les techniques artisanales locales et surtout la langue, ce dialecte alémanique que parlent encore aujourd'hui les Amish de Pennsylvanie, trouvent ici leurs racines européennes. Pourquoi les Amish ont-ils quitté cette vallée qui leur offrait pourtant un refuge relatif ? Plusieurs facteurs se conjuguent au début du XVIIIe siècle pour rendre leur situation précaire. D'abord, la pression fiscale s'intensifie. Louis XIV, puis Louis XV cherchent à uniformiser l'administration de leur territoire alsacien. Les exemptions dont bénéficiaient les communautés anabaptistes, comme l'exemption du service militaire en échange d'un impôt spécial, tolérance religieuse contre loyauté économique, deviennent plus difficiles à maintenir. Ensuite, la prospérité minière de Sainte-Marie-aux-Mines décline. Les filons s'épuisent, la concurrence des mines hongroises et mexicaines s'intensifie. Cette récession économique rend la présence anabaptiste moins précieuse aux yeux des autorités locales. Enfin, et surtout, l'attrait de l'Amérique grandit. William Penn, le fondateur quaker de la Pennsylvanie, promet aux minorités religieuses persécutées des terres fertiles et une liberté de culte absolue. Pour les communautés habituelles exil, cette promesse d'un refuge définitif sonne comme une libération. Le mouvement d'émigration commence dès 1717, avec le départ des premières familles amish de Sainte-Marie-aux-Mines vers Philadelphie. Il s'intensifie dans les années 1730-1740, puis reprend après la guerre de 7 ans entre 1756 et 1763 qui ravage l'Alsace. Ces départs ne sont pas anarchiques, ils s'organisent par réseaux familiaux et communautaires. Les premiers émigrés envoient des lettres enthousiastes décrivant les terres fertiles du comté de Lancaster, la bienveillance des autorités pennsylvaniennes, la possibilité enfin offerte de vivre selon leurs principes sans craindre la persécution. Un détail poignant illustre cette continuité. Les Amish emportent avec eux leur dialecte alsacien qu'ils nomment Pennsylvania Dutch, déformation de Dutch allemand. Aujourd'hui, encore, dans les fermes de Pennsylvanie,
d'Ohio ou d'Indiana, on peut entendre les expressions typiquement alsaciennes, fossiles linguistiques d'une migration vieille de 3 siècles. Vers 1770, il ne reste pratiquement plus d'Amish en Alsace. Quelques familles ménonites subsistent, mais le mouvement Amish, proprement dit, a basculé entièrement vers l'Amérique. Cette migration réussie va transformer une secte minoritaire européenne en l'une des communautés religieuses les plus dynamiques d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, les descendants de ces Amish alsaciens sont plus de 350 000. Leur taux de natalité élevé, leur fidélité aux traditions et leur résistance à l'assimilation en font l'une des minorités religieuses qui croît le plus rapidement aux États-Unis et au Canada. 3 siècles après le départ des derniers Amish, que reste-t-il de leur passage à Sainte-Marie-aux-Mines ? Les traces sont tenues, mais émouvantes pour qui sait les lire. Le cimetière ménonite de Sainte-Marie-aux-Mines, situé rue de la Gare, conserve quelques tombes du XVIIIe siècle. Les inscriptions en dialecte alsacien et en caractère gothique rappellent la piété simple de ces communautés. Ces pierres tombales, souvent dépourvues d'ornements, conformément aux convictions anabaptistes sur la simplicité, contrastent avec l'exubérance baroque des sépultures catholiques environnantes. Quelques fermes des environs portent encore les traces de l'architecture anabaptiste, bâtiments fonctionnels sans fioritures, conçus pour abriter de grandes familles et leurs activités agricoles. Le musée du parc minier Tellure, installé dans les anciens bâtiments de la mine Gabgoth, conserve une petite mais précieuse collection d'archives sur les anabaptistes de la vallée. Registres paroissiaux, correspondance avec l'Amérique, inventaire de biens lors des départs. Ces documents permettent de reconstituer la vie quotidienne de ces communautés. Le musée a récemment numérisé une série de lettres envoyées depuis la Pennsylvanie par d'anciens habitants de Sainte-Marie-aux-Mines. Ces témoignages, rédigés dans un mélange touchant d'alsacien et d'anglais approximatif, racontent l'adaptation progressive à la vie américaine, tout en maintenant un lien nostalgique avec la vallée natale. Si les Amish ont disparu d'Alsace, leurs cousins ménonites maintiennent une présence discrète dans la région. La communauté ménonite du Haut-Rhin, forte d'une centaine de familles, perpétue certaines traditions anabaptistes tout en s'adaptant à la modernité. Leur temple de Westweil, près de Colmar, accueille chaque dimanche des fidèles venus de toute l'Alsace. Leur culte, en français mais émaillé d'expressions alsaciennes, conserve cette simplicité liturgique chère aux anabaptistes. Pas d'images, pas d'ornements, juste la lecture de la Bible et le chant communautaire. Ces ménonites contemporains incarnent une autre voie d'évolution du mouvement anabaptiste. Moins rigoristes que les Amish américains, mais fidèles aux valeurs fondamentales de paix, simplicité et service. Plusieurs d'entre eux travaillent dans l'agriculture biologique, l'éducation alternative ou l'action humanitaire, prolongeant, à leur manière, l'engagement social de leurs ancêtres. L'histoire des Amish de Sainte-Marie-aux-Mines révèle une France méconnue, celle des marges géographiques et religieuses, des territoires où l'uniformité n'était ni possible ni désirable. Cette Alsace frontalière, cette vallée industrieuse et cosmopolite, rappelle que l'Hexagone n'a pas toujours été ce territoire centralisé et homogène que l'on imagine parfois. La tolérance pratiquée ici n'est pas celle des philosophes des Lumières, elle naît de nécessités économiques et géopolitiques. Mais elle n'en est pas moins réelle et efficace. Pendant près d'un siècle, des chrétiens radicaux, pacifistes et communautaires ont pu vivre selon leurs convictions sur le sol français, y développer leur spiritualité et leurs pratiques avant de transmettre cet héritage à l'Amérique. Cette histoire résonne étrangement avec les débats contemporains sur l'intégration, la laïcité et la diversité religieuse. Elle montre qu'une société peut accueillir des minorités aux pratiques très différentes, pourvu qu'existe une volonté politique et que l'intérêt mutuel soit préservé. Les anabaptistes de Sainte-Marie-aux-Mines n'étaient pas des citoyens comme les autres. Ils refusaient le service militaire, pratiquaient l'endogamie, maintenaient leurs traditions linguistiques et vestimentaires. Pourtant, leur intégration économique et leur loyauté civique en ont fait des membres respectés de la communauté locale. Alors pourquoi cette histoire reste-t-elle si méconnue ? Plusieurs facteurs expliquent cet oubli.
La marginalité du mouvement anabaptiste en France, son caractère transnational qui échappe aux grilles de lecture nationale, et surtout la réussite même de l'émigration américaine qui a privé l'Alsace de ses témoins directs. L'histoire des Amish de Sainte-Marie-aux-Mines illustre parfaitement ce paradoxe de la mondialisation. Une communauté née dans une vallée alsacienne s'épanouit aujourd'hui dans les campagnes américaines, conservant précieusement des traditions héritées des Vosges tout en développant sa propre culture. Cette histoire nous rappelle que la France n'est pas qu'un territoire, c'est aussi un ensemble de mémoires, de traditions et d'influences qui rayonnent bien au-delà de ses frontières. Dans un monde où les identités se crispent et où les frontières se durcissent, l'exemple de Sainte-Marie-aux-Mines nous invite à penser autrement l'appartenance et l'exil, l'enracinement et l'universel. Il nous montre qu'une petite vallée des Vosges peut devenir le berceau d'un mouvement spirituel planétaire et qu'une communauté persécutée peut transformer son exil en expansion. C'est peut-être là la plus belle leçon de cette histoire. Dans la capacité de minorités fragiles à préserver leurs convictions, à les transmettre et à les faire fructifier ailleurs, tissant par-delà les siècles et les océans ces liens invisibles qui font la richesse de l'humanité.